Stop right there. Hands where I can see him. What's the problem? I'm just locking my door. You're under arrest. We got a report of someone breaking into this Breaking building. in? I live here. FBI Special Agent David. Vous ne pouvez pas faire ça. Je connais mes droits. Cette phrase, prononcée avec un calme glacial qui aurait dû alerter n'importe quel officier de police expérimenté, marque le point de rupture d'un incident qui allait devenir un cas d'école pour l'inspection générale de la police nationale. Le 14 mars 2023, à exactement 07h12 du matin, une confrontation à l'entrée d'une résidence de très grand standing à Neuilly-sur-Seine est enregistrée simultanément par de multiples sources vidéo, incluant une caméra piéton de la police et le système de surveillance privé de l'immeuble. L'incident, déclenché par ce qui semble être un contrôle d'identité de routine, mais qui sera plus tard requalifié en acte de profilage racial explicite, a rapidement dégénéré en une détention illégale et humiliante. Ce que le brigadier de la police nationale Michel Durand, un homme dont la carrière était déjà parsemée de plaintes pour abus de pouvoir classées sans suite, ignorait totalement, c'est que sa victime choisie au hasard, le docteur Jean-Luc Moreau, un homme noir de 42 ans en tenue de sport, n'était pas seulement un résident légitime de l'immeuble. Il était en réalité un haut fonctionnaire de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, l'agence de renseignement la plus secrète et puissante de France. La confrontation qui a suivi, d'une durée de moins de 15 minutes, entraînera non seulement la révocation sommaire et déshonorante du policier, mais aussi de multiples poursuites pénales et une action civile historique se chiffrant à 1 million d'euros, documentant avec une précision chirurgicale une rétribution karmique aussi immédiate que financièrement dévastatrice. Le rapport d'incident de la police nationale, numéro 2023.14.03.0072, commence par une description clinique des faits. Le sujet, Dr Jean-Luc Moreau, rentrait de son jogging matinal quotidien de 10 km, un rituel immuable qu'il suivait pour maintenir la discipline physique et mentale exigée par ses fonctions. Vêtu d'une tenue de sport technique mais discrète, il s'approchait du portail piéton de sa résidence, un immeuble haussmannien dont la façade en pierre de taille reflétait la lumière blafarde d'un matin de mars. Son rythme cardiaque, comme le confirmera plus tard sa montre connectée, était stable, redescendant après l'effort. Simultanément, le véhicule de police immatriculé 28 142, sous le commandement unique du brigadier Michel Durand, 38 ans, effectuait une patrouille non sollicitée dans ce périmètre habituellement calme. L'analyse ultérieure de la télémétrie du véhicule et des enregistrements audio de la caméra piéton du policier, versés au dossier IGPN numéro 451-23, n'indique aucune activité suspecte, aucun comportement erratique, ni aucune infraction de la part du docteur Moreau qui aurait pu justifier le contrôle. Le contact visuel fut le seul et unique déclencheur. Les images de la vidéosurveillance de la résidence, horodatée à 07h11 et 48 secondes, montrent le docteur Moreau s'approchant calmement du portail, sortant sa clé. C'est à cet instant que le véhicule de police freine brusquement, le crissement des pneus déchirant le silence feutré de la rue. Le brigadier Durand s'extirpe de l'habitacle avec une lenteur calculée, sa posture signalant une agressivité latente. La procédure opérationnelle standard de la police nationale exige une approche verbale respectueuse, l'identification claire de l'officier et l'énoncé du motif du contrôle. Le brigadier Durand a violé l'intégralité de ce protocole. Son premier ordre, hurlé à travers la rue, fut « Arrêtez-vous là, main sur le mur », sans aucune justification légale ni factuelle. Le docteur Moreau, dont la formation à la DGSI incluait des modules intensifs de désescalade et de maintien du sang-froid en situation de stress extrême, a obéi sans un mot, cherchant à rationaliser la situation et à ne fournir aucun prétexte à l'escalade. Il a informé verbalement l'officier qu'il était un résident et a proposé, d'une voix posée, que le policier confirme son identité auprès de la conciergerie, dont la loge vitrée se trouvait à moins de 10 mètres de là. Cette demande logique et simple fut rejetée avec une hostilité palpable, un mépris qui transpire des enregistrements audio. L'irrationalité de l'antagoniste était dès la première seconde enregistrée en audio et vidéo haute définition, scellant son destin avant même qu'il prononce le moindre mot. Le brigadier, interprétant ce calme non comme de la discipline mais comme de la soumission, sentit une vague de pouvoir le surmerger. Il allait faire un exemple de cet homme. C'était la décision qui allait non seulement mettre fin à sa carrière, mais anéantir sa vie entière. Le brigadier Durand ignora complètement la proposition logique du docteur Moreau. Pour un homme comme Durand, dont la vision du monde est construite sur une hiérarchie de préjugés, une suggestion rationnelle venant d'un homme qu'il a déjà catalogué comme inférieur n'est pas une information utile, mais une insubordination.
La caméra piéton, fixée sur sa poitrine, enregistre la contraction de sa mâchoire, un micro-mouvement qui trahit une colère grandissante. L'audio capte son souffle court et agacé. Il fait un pas en avant, envahissant l'espace personnel du docteur Moreau, une tactique d'intimidation standard. La ferme, lâche-t-il, sa voix basse et menaçante. « Vous me prenez pour un idiot? Les gens comme vous n'habitent pas ici. » Cette phrase, prononcée avec une certitude absolue, est le point de non-retour. Ce n'est plus un contrôle, même illégal. C'est une accusation enracinée dans le racisme le plus élémentaire. Le docteur Moreau, quant à lui, reste d'une immobilité parfaite. Son entraînement à la DGSI lui a appris à disséquer les menaces, à transformer la peur en analyse de données. Il observe le rythme respiratoire de Durand, la dilatation de ses pupilles, la tension dans ses épaules. Il ne voit pas un policier, mais un sujet instable dont les actions sont dictées par l'émotion et non par la procédure. Il ne répond pas verbalement. Son silence n'est pas une soumission, mais un piège. Chaque seconde qui passe, chaque mot haineux prononcé par Durand est une brique de plus dans le mur de preuves qui s'érige contre lui. Durand, interprétant ce calme comme de la peur, se sent validé. Il ordonne au docteur Moreau de se retourner et de plaquer ses mains contre le mur de pierre de l'immeuble. La palpation qui s'ensuit est agressive, humiliante et totalement infructueuse. Les mains du brigadier parcourent le corps athlétique de Moreau, ne trouvant rien d'autre dans les poches de son short de sport qu'une unique clé et un smartphone. Cette absence de preuves, qui aurait dû calmer n'importe quel officier rationnel, ne fait qu'enrager Durand davantage. Son scénario mental, celui d'un délinquant de banlieue en repérage dans un quartier riche, s'effondre face à la réalité banale. Mais au lieu d'admettre son erreur, son esprit choisit de la nier en intensifiant l'agression. Il avait besoin que Moreau soit coupable pour que sa propre vision du monde reste intacte. Qu'auriez-vous fait à la place du docteur Moreau face à une telle injustice? La frustration de Durand se cristallise en une décision qui va sceller son destin. Dans son esprit tordu par le préjugé, le calme et la coopération du docteur Moreau sont une forme de manipulation, une arrogance insupportable. Il doit briser cette contenance. Il doit imposer son autorité de la manière la plus visible et la plus irréversible qui soit. Il sort ses menottes de leur étui. Le son métallique du cliquetis, amplifié par le micro de la caméra piéton, résonne dans le silence matinal de la rue. C'est le son d'une ligne franchie, la transition d'une faute professionnelle grave à un crime de séquestration. Voyant le métal briller dans la lumière du matin, le docteur Moreau décide de donner un dernier avertissement, non pas comme une supplique, mais comme l'énoncé d'un fait juridique. Sa voix reste parfaitement neutre, dénuée de toute émotion. « Brigadier, cette action constitue une détention arbitraire, un délit prévu et réprimé par l'article 224.1 du Code pénal. Il n'y a aucun flagrant délit, aucune justification légale. Je vous conseille vivement de reconsidérer votre prochaine action. » Pour Durand, cette récitation clinique du Code pénal est l'insulte suprême. Il n'entend pas un avertissement légal, mais le défi d'un criminel qui se croit plus malin que lui. Il saisit brutalement les poignets du docteur Moreau et serre les menottes avec une force inutile. Le froid de l'acier contre la peau de Moreau est un choc, mais son visage, capturé par une caméra de surveillance latérale, reste un masque de concentration. C'est à cet instant précis, les mains liées dans le dos, qu'il change de posture. La phase de désescalade est terminée. La phase de conséquence va commencer. Il lève légèrement la tête et parle une dernière fois, sa voix portant une gravité nouvelle, une autorité sous-jacente que Durand est incapable de percevoir. « Brigadier, vous n'avez aucune idée de l'erreur monumentale que vous êtes en train de commettre. Je vous suggère d'arrêter maintenant. » Durand ricane, un son rauque et méprisant. Pour lui, la confrontation est terminée. Il a gagné. C'était la dernière pensée cohérente qu'il aurait en tant qu'homme libre et policier. Le ricanement de Durand, un son sec et dédaigneux, capté avec une clarté parfaite par le micro de sa propre caméra piéton, fut sa réponse à l'avertissement du docteur Moreau. Pour le brigadier, la partie était gagnée. L'homme devant lui, malgré son calme irritant, était maintenant neutralisé, menotté, soumis à son autorité. Mais la simple victoire physique ne suffisait pas. Le préjugé de Durand exigeait une humiliation totale, une confirmation publique de sa propre vision du monde. Il devait transformer cette confrontation en un spectacle de pouvoir, et pour cela, il avait besoin d'un public et d'une validation officielle. Ignorant délibérément la possibilité que l'homme puisse être un résident, une hypothèse qui aurait pu être vérifiée en moins de 30 secondes, il choisit la voie de l'escalade irréversible. C'était un point de non-retour psychologique. Admettre une erreur, même à ce stade, aurait signifié que son instinct, son jugement fondé sur la couleur de peau, était faillible. Pour un homme comme Durand, c'était une impossibilité existentielle. Il sortit donc sa radio de son support d'épaule, le geste lent et théâtral.
L'ensemble de la scène était filmé sous 3 angles distincts, un fait que le brigadier, dans son ivresse de pouvoir, semblait avoir complètement oublié. L'objectif grand angle de sa caméra piéton enregistrait ses propres actions. La caméra dôme du système de surveillance de l'immeuble, perchée au-dessus du portail, offrait une vue d'ensemble clinique et impartiale. Enfin, à une centaine de mètres, la caméra d'un bus de la RATP qui passait lentement a également balayé la scène, ajoutant une couche de preuves fortuite mais juridiquement exploitable. Chaque micro-expression, chaque violation de procédure, chaque mot prononcé était méticuleusement documenté. Durand appuya sur le bouton de transmission, le crépitement statique brisant une fois de plus le silence. Sa voix, lorsqu'il parla au central, était empreinte d'une fausse assurance professionnelle, un masque pour la haine qui l'animait. Central, de la part de Victor 28142. Je demande une unité pour un transport vers le commissariat. J'ai interpellé un individu suspect, refus d'obtempérer et outrage, secteur Neuilly-Argenson. Le docteur Moreau, entendant ce tissu de mensonges, ne scilla pas. Il savait que chaque mot était un clou de plus dans le cercueil professionnel de Durand. Le refus d'obtempérer était un mensonge flagrant, contredit par les images qui le montraient coopératif. L'outrage était une pure invention. Le brigadier n'était pas en train de faire un rapport, il était en train de commettre un parjure en direct. La voix de l'opérateur radio répondit, accusant réception de la demande. La communication fut terminée. Dans le système informatique central de la préfecture de police, une fausse déclaration venait d'être officiellement enregistrée, transformant une faute grave en un acte criminel documenté. L'arrogance du brigadier Durand atteignait son paroxysme. Il avait gagné. L'individu était maîtrisé, l'appel radio était passé et le système qu'il servait allait valider son action comme il l'avait toujours fait. Il se tenait au-dessus du docteur Moreau, qui était toujours agenouillé, les mains menottées dans le dos, une posture d'humiliation totale. Le brigadier savourait ce moment, une confirmation tangible de sa vision du monde, une petite victoire personnelle contre ce qu'il percevait comme un désordre social. Il jeta un regard suffisant vers la loge du concierge, imaginant le récit qu'il ferait à ses collègues au commissariat. Mais le silence qui suivit son appel radio n'était pas un silence de soumission. C'était un silence tactique. Le docteur Moreau, utilisant ce court intervalle avant l'arrivée des renforts, exécuta la phase finale de sa stratégie. La désescalade et la collecte passive de preuves étaient terminées. La phase de conséquences actives allait commencer. Il releva lentement la tête, non pas pour implorer, mais pour regarder Durand droit dans les yeux. Sa voix, quand il parla, avait changé. Elle n'était plus neutre ou coopérative. Elle était empreinte d'une autorité froide, impersonnelle et absolue, le ton d'un homme habitué à donner des ordres qui ne sont jamais discutés. Brigadier Michel Durand, matricule 73 1852-X. Je suis le docteur Jean-Luc Moreau, matricule DGSI 11304, haut fonctionnaire de la Direction générale de la sécurité intérieure. Vous venez de placer illégalement en détention et de menotter un agent de l'État dans l'exercice de ses prérogatives de sécurité nationale. Dans la poche droite de mon short, vous trouverez ma carte de service tricolore. J'exige que vous la vérifiez sur le champ et que vous contactiez immédiatement votre officier de permanence pour l'informer de la situation de code rouge que vous venez de déclencher. Chaque mot était articulé avec une précision chirurgicale. Le matricule de Durand, récité de mémoire, fut le premier choc. Le sigle DGSI fut le second, un coup de massue institutionnel. Durand resta figé, son cerveau luttant pour traiter une information qui anéantissait complètement son scénario. C'était impossible, c'était un bluff. Poussé par une dernière once de déni, il se pencha et plongea brutalement la main dans la poche du short de Moreau. Ses doigts se refermèrent sur un objet rectangulaire, rigide. Il le sortit. La caméra piéton, toujours en enregistrement, fit une mise au point parfaite sur l'objet qu'il tenait dans sa main tremblante. C'était une carte de service plastifiée. Sur le fond bleu-blanc-rouge du drapeau français, les lettres d'or « République française » brillaient sous la lumière du matin. En dessous, en caractères gras, le titre « Direction générale de la sécurité intérieure ». Le nom, Jean-Luc Moreau, et sa photo d'identité le regardant fixement. Le postulat fondamental de Durand, la pierre angulaire de son préjugé, que les gens comme ça n'habitent pas ici, venait de se désintégrer au contact de ce petit rectangle de plastique. Le sang quitta son visage. La caméra enregistra la pâleur cireuse de sa peau, la sueur qui perla sur son front. Le monde sonore autour de lui sembla s'évanouir, remplacé par le battement assourdissant de son propre cœur.
Il avait commis plus qu'une faute professionnelle. Il avait commis un acte d'une stupidité cataclysmique. Il venait de menotter l'un des hommes les plus puissants et les plus secrets de France. Et le pire, c'est qu'il avait lui-même appelé des témoins officiels pour assister à sa propre destruction. La véritable autorité ne vient pas de l'uniforme, mais de la compétence et du caractère. Si vous êtes d'accord, abonnez-vous et aimez cette vidéo pour voir la chute spectaculaire qui s'annonce. L'arrivée des renforts ne fut pas marquée par le hurlement strident des sirènes typiques d'une intervention de routine, mais par le son feutré et menaçant de plusieurs véhicules puissants convergeant à grande vitesse vers le point d'incident. Moins de 3 minutes après l'appel radio de Durand, une éternité dans son esprit disloqué, 2 berlines noires aux vitres teintées, dépourvues de toute inscription, prirent position en épi, scellant la rue dans un silence soudain et total. Simultanément, une voiture de commandement de la police nationale, arborant les insignes discrets de l'inspection générale, se gara juste derrière le véhicule de Durand, bloquant toute retraite possible. Les portières s'ouvrirent en une chorégraphie parfaitement synchronisée. Des hommes en costume sombre, à la posture rigide et au regard pénétrant, émergèrent des berlines, se positionnant en périmètre de sécurité sans un mot. De la voiture de l'IGPN descendit un homme d'une cinquantaine d'années, dont les épaulettes portaient les marques d'un commissaire divisionnaire, un grade qui plaçait cet officier à des années-lumière de la position hiérarchique de Durand. L'intégralité de la scène fut un spectacle de pouvoir institutionnel pur, une démonstration de force silencieuse et écrasante. Le commissaire, ignorant complètement la présence pétrifiée du brigadier Durand comme s'il n'était qu'un élément du décor, se dirigea d'un pas rapide et assuré vers le docteur Moreau, toujours menotté. La caméra piéton de Durand, toujours active, enregistra la déférence immédiate et sans équivoque dans la voix du haut gradé. « Docteur Moreau, tout va bien ?» Sa question n'attendait pas de réponse, c'était une reconnaissance, une validation. Sans attendre, le commissaire sortit de sa poche une clé universelle et déverrouilla personnellement les menottes qui entravaient les poignets du docteur Moreau. Ce geste, accompli par un officier de si haut rang, était plus qu'une simple libération, c'était un acte symbolique d'une puissance dévastatrice, une annulation publique et humiliante de l'action de Durand. Le docteur Moreau se releva lentement, se frottant les poignets, son visage toujours aussi calme, mais ses yeux fixés sur Durand avec une intensité glaciale. Pour le brigadier, le monde venait de basculer. Il n'était plus l'agent de l'ordre, il était la faute, l'erreur, le problème à éliminer. Il était devenu un spectateur invisible et impuissant de sa propre déchéance, une déchéance documentée en temps réel par la technologie même qu'il était censé utiliser pour faire respecter la loi. L'enregistrement audio de la caméra piéton de Durand, qui continuait de tourner, est une pièce à conviction centrale du dossier IGPN 451-23. Il capture le moment où le commissaire divisionnaire, après s'être assuré que le docteur Moreau n'avait besoin d'aucune assistance médicale, se tourna lentement vers le brigadier. Son visage, jusqu'alors empreint d'une préoccupation professionnelle, se transforma en un masque de fureur contenue et de mépris glacial. La voix qui sortit de sa bouche n'était pas forte, mais chaque syllabe était chargée d'un poids institutionnel qui écrasa le peu d'assurance qu'il restait à Durand. Brigadier Michel Durand. Le commissaire prononça son nom et son grade comme s'il s'agissait d'une épitaphe. « Remettez-moi votre arme de service, crosse en avant, votre chargeur, votre carte de police. » Chaque ordre était un coup de marteau, démantelant publiquement l'identité et l'autorité de Durand pièce par pièce. Les mouvements du brigadier étaient robotiques, désarticulés, ceux d'un homme en état de choc profond. Ses mains tremblantes luttèrent pour dégrafer l'étui de son arme. Le clic métallique de l'arme posée dans la main tendue du commissaire résonna comme un glas. La caméra de Durand filma en gros plan ses propres doigts maladroits sortant la carte de police de son portefeuille, l'objet qui lui conférait son pouvoir, maintenant rendu comme un trophée de sa propre stupidité. Vous êtes suspendu de vos fonctions à titre conservatoire avec effet immédiat, continua le commissaire d'un ton monocorde. Vous ferez l'objet d'une enquête administrative et judiciaire pour détention arbitraire, abus d'autorité et discrimination, entre autres chefs d'accusation qui ne manqueront pas d'être ajoutés. Votre caméra piéton est désormais placée sous scellé en tant que preuve à charge contre vous. Il fit un signe de tête à 2 de ses officiers. Suivez-les. Sans un mot. La caméra dôme de l'immeuble, dans son enregistrement grand angle, montre une chorégraphie glaçante, le docteur Moreau discutant calmement avec les agents de la DGSI, tandis que Michel Durand, l'uniforme soudainement trop grand pour lui, était escorté comme un simple suspect vers un véhicule banalisé. L'humiliation publique était terminée, filmée sous tous les angles possibles. Mais ce n'était que le prologue. Le véritable coup de son préjugé, chiffré au centime près, allait maintenant lui être présenté. La chute de Michel Durand ne fut pas une descente progressive, mais une implosion instantanée et méticuleusement documentée, dont les répercussions se sont propagées à travers chaque facette de son existence avec la précision d'une frappe chirurgicale.
La justice karmique dans ce cas précis n'était pas un concept philosophique abstrait, mais une série d'équations administratives, pénales et financières dont le résultat final était sa ruine totale et quantifiable. La première sphère à s'effondrer fut l'administrative. La suspension à titre conservatoire prononcée sur le trottoir de Neuilly-sur-Seine s'est transformée en une révocation pure et simple en moins de 72 heures. Le Conseil de discipline, réuni en session extraordinaire face à l'évidence accablante des enregistrements vidéo et à la nature de la victime, a rendu une décision unanime et sans appel. 18 années de service, une carrière entière, ont été effacées par un décret. Cette révocation a entraîné la perte immédiate de son salaire mensuel de 2 850 € net, mais les conséquences financières allaient bien au-delà. Tous ses droits à la retraite, accumulés au fil des ans, ont été annulés. Le préjudice financier à vie, calculé par les experts juridiques du docteur Moreau, a été estimé à plus d'1 200 000 € en perte de revenus et de pensions futures. L'uniforme qui lui conférait son autorité et son identité sociale lui a été retiré, le laissant dépouillé de tout statut, un simple citoyen face à la machine judiciaire qu'il avait si imprudemment mise en mouvement contre lui-même. Sur le plan pénal, la procédure fut d'une rapidité exemplaire. Mise en examen pour discrimination raciale en vertu de l'article 225-1 du Code pénal, abus d'autorité commis par une personne dépositaire de l'autorité publique en vertu de l'article 432-4 et détention arbitraire en vertu de l'article 224-1, Michel Durand n'avait aucune défense plausible. Son propre enregistrement de caméra piéton, projeté en audience publique, est devenu le principal témoin à charge. Chaque mot, chaque geste, chaque expression de mépris y était gravée, anéantissant toute tentative de sa part de plaider l'erreur de jugement ou la pression du terrain. Le tribunal l'a reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, le condamnant à une peine de prison avec sursis et à une inscription définitive à son casier judiciaire, lui interdisant à vie d'exercer toute fonction publique. Il était désormais, aux yeux de la loi, un criminel condamné. Mais la conséquence la plus dévastatrice fut civile. La décision de justice a établi un précédent historique. Le tribunal a condamné solidairement Michel Durand et l'État, son employeur, à verser la somme exacte de 1 million d'euros au docteur Jean-Luc Moreau. Le jugement a détaillé ce montant avec une clarté clinique. 700 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral exceptionnel et le caractère particulièrement grave de l'atteinte à la dignité, et 300 000 € à titre de sanction exemplaire, une somme explicitement destinée à avoir un effet pédagogique et dissuasif contre le racisme institutionnel au sein des forces de l'ordre. L'État, via une action récursoire, s'est immédiatement retourné contre son ancien agent pour recouvrir la somme. Michel Durand se retrouvait ainsi face à une dette d'1 million d'euros, une créance qui le suivrait jusqu'à la fin de ses jours, insaisissable et impayable. Pendant ce temps, la vie du docteur Jean-Luc Moreau reprenait son cours, imperturbable. Il a refusé toutes les demandes d'interview, retournant à ses fonctions au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure, son anonymat et son efficacité intacts. L'intégralité du million d'euros a été versée, par acte notarié, à un fonds d'aide juridique spécialisé dans la défense des victimes de discrimination et de violences policières, transformant l'argent de sa propre humiliation en une arme pour la justice. Sa position n'a pas été affectée, elle a été renforcée. Au sein de l'institution, il est devenu une légende silencieuse, l'incarnation du sang-froid et de la compétence face à l'irrationalité de la haine. Michel Durand, lui, est devenu un paria. Rejeté par ses anciens collègues, incapable de trouver un emploi stable en raison de son casier judiciaire et de sa notoriété médiatique, il a tout perdu, sa carrière, sa réputation, sa sécurité financière et son avenir. Sa ruine n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat direct et mathématique d'un choix fait à 07h12 du matin, un choix basé sur un préjugé aussi ancien que destructeur. La justice, ce jour-là, n'était pas seulement aveugle, elle était équipée de caméras haute résolution, de microphones sensibles et d'un tableur, et elle n'a manqué aucun détail. La question qui demeure est simple. Michel Durand a-t-il enfin compris que le préjugé n'est pas une opinion, mais un passif dont le coût, une fois calculé, est toujours impayable? Si vous avez été témoin ou victime d'une situation similaire, partagez votre expérience dans les commentaires. Chaque histoire est une preuve de plus que la justice documentée est la meilleure des rétributions. Partagez cette vidéo pour que ce message résonne.